Bonjour, mon nom est Kevin Hébert. On se trouve actuellement chez Driver Performance. C'est ici le quartier général que tous les moteurs sportsmen au Québec vont passer. On commence, on les accueille ici, on les met sur un dyno, on va les tester, on va vérifier que tout est en ordre puis qu'on n'a aucune triche possible. Ensuite, ils sont scellés par une équipe chevronnée ici chez Driver Performance. Donc vraiment, on a une bonne équipe qui vérifie que tous les véhicules soient identiques pour que seulement que le meilleur pilote ait gagné puis qu'il n'y ait aucune triche. C'est aussi ici, entre autres, que les pilotes de la Driver Academy, je pense entre autres à Alex Tagliani, à JP Bergeron, vont faire préparer leur voiture pour les courses qualificatives pour le défi urbain Chevrolet. Je sais pas si vous vous souvenez, on était du côté de l'autodrome Drummond, puis Alex Tagliani disait « L'impression de conduire un autobus de la ville ». On va alors rejoindre Benoît, il va nous expliquer ça. Ici Benoît pour les gars de course et bienvenue à cette capsule technique. Le poste de conduite de ces véhicules de classe Sportsman est modifié et très particulier puisqu'il est situé au centre de la voiture, directement derrière le moteur et devant le réservoir à essence, ce qui rend l'espace très restreint. On commence tout d'abord avec la position de conduite très particulière dans ce type de bolide. Effectivement, l'espace restreint fait que nous sommes assis très haut dans le siège et très carré. Nous avons le siège avec un angle seulement de 10 degrés comparativement à une voiture plus normale de type par exemple Touring ou NASCAR où est-ce qu'on a un siège d'environ entre 18 et 20 degrés. Avec le siège, nous avons bien sûr des ceintures reliées à 5 points d'attache solidement au châssis du véhicule qui permet de retenir le pilote en cas d'accident. Ensuite, nous avons le volant, celui-ci qui se retire facilement grâce à un système d'attache rapide pour permettre plus d'espace au pilote de sortir de la voiture. Celui-ci est attaché directement au boîtier de direction qui est directement entre les jambes du pilote. Nous avons ensuite les bras de transmission situés directement à droite du pilote à portée de la main. Donc le premier bras est le bras d'embrayage qui fonctionne à l'inverse d'une voiture conventionnelle, c'est-à-dire en poussant le bras, ce qui fait dégager l'embrayage et qui fait avancer la voiture. Dès que la voiture a atteint une certaine vitesse, avec le deuxième bras, on vient enclencher la vitesse qu'on appelle direct drive, ce qui rend la transmission avec un ratio 1 pour 1 entre le moteur et le différentiel. Avec la transmission située directement au pied du pilote avec l'arbre d'entraînement qui passe sous le siège entre les jambes du conducteur. Le conducteur est quand même très bien protégé avec une plaque d'acier très solide qui protège en cas d'un bris de l'arbre d'entraînement. Nous avons la pédale de frein située à gauche du pilote, celle-ci est reliée au maître cylindre. Donc on a un maître cylindre pour l'avant et un pour l'arrière et ces deux sont attachés par l'ajustement de répartition de frein. Donc on n'a qu'à dévisser ou à visser la poignée ici, ce qui change l'angle de pression dans les maîtres cylindres, ce qui envoie les freins plus à l'avant ou à l'arrière, qui est un ajustement important pour le pilote. Nous avons à droite la pédale d'accélération munie d'un arceau qui permet de pouvoir insérer complètement le pied et avoir un meilleur contrôle sur l'accélération du véhicule. Dans les autres éléments de sécurité, nous avons également l'interrupteur principal. Celui-ci coupe l'alimentation dans tout le véhicule pour éviter tout risque de court-circuit ou d'incendie qui pourrait débuter après un impact. Nous avons également une valve qui permet de couper l'alimentation en essence au moteur en cas de retournement ou de déversement. Ces voitures ont également depuis quelques années un système d'extincteur qui peut être enclenché par l'intérieur du véhicule avec une petite valve. On n'a qu'à tirer pour déclencher le processus. Nous avons deux buses à l'intérieur du cockpit, dont une qui va injecter sur le pilote lui-même et l'autre qui va injecter sur les pieds, sur le plancher du pilote. La troisième buse est située sur le moteur et une quatrième buse située dans le réservoir à essence. Et finalement, nous avons le tableau de bord très rudimentaire, donc nous avons vraiment un minimum de cadran, seulement un cadran à température et un cadran à pression d'huile avec des témoins lumineux qui vont s'allumer si une anomalie du moteur survient. Nous avons également les interrupteurs pour donner l'alimentation électrique au moteur et bien sûr pour démarrer le moteur. Nous avons également un autre accessoire qui est une fan qui va venir se rattacher directement au casque du pilote pour lui apporter l'air et la fraîcheur pendant les épreuves. On entend parler depuis un certain temps, l'approvisionnement des pneus, c'est difficile. Bien, les équipes maintenant doivent manœuvrer à travers ça avec la préparation des pneus. Il faut faire différemment. Avant, on savait, les équipes travaillaient énormément leurs pneus pour avoir le maximum de performance, mais ça commence à être plus difficile. Allons rejoindre Tommy, il va nous expliquer c'est quoi le pneu d'une voiture Sportsman, puis comment maintenant on fait pour préserver nos pneus. Ici Tommy des gars de course, bienvenue à cette capsule technique. Cette capsule va être sur les pneus. Évidemment, il y en a 4 sur une voiture, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va vous parler des pneus.
Les pneus sont très importants parce que, évidemment, c'est le seul élément de la voiture qui touche à la surface. Donc, vous remarquerez que sur une voiture Sportsman, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les pneus du côté droit sont plus grands que les pneus du côté gauche. Et ça, c'est pour aider à tourner dans les virages. La différence de circonférence entre les pneus de droit et les pneus de gauche est très importante. Plus on a une grosse différence entre le pneu de droit et le pneu de gauche, ça aide la voiture à tourner. Mais si on dépasse vraiment la limite, là, comme on pourrait dire, la voiture devient très instable dans les virages. Même chose qu'il n'y en a pas assez, ça devient très difficile à tourner. Tout comme en Formule 1, la compagnie Hoosier qui fait les pneus de voitures de terre battue offre 3 gommes pour ces pneus. Tout d'abord, il y a les D500 qui sont des pneus qui sont très durs, sont très résistants, mais offrent un peu moins de performance. Les D400, c'est vraiment des types médiums. On a les D300 qui sont plus mous et qui peuvent offrir une meilleure performance, mais vont durer moins longtemps. Comme vous pouvez remarquer, contrairement à la F1 et au NASCAR, les pneus de terre battue ont des crampons. Ces crampons qui mesurent, qui ont à peu près 10-32 d'épaisseur, permettent d'aller chercher plus d'adhérence sur le circuit. Une des choses qui distingue les courses sur terre battue est le fait qu'on peut travailler les pneus. Il y a plusieurs façons qu'on peut prendre pour justement travailler le pneu. Si on prend le pneu que j'ai devant moi présentement, on peut faire des lignes, faire du sipage qu'on appelle. On fait des lignes plus rapprochées, un peu plus loin. Ça permet vraiment d'aller chercher plus d'adhérence parce que le pneu réchauffe plus rapidement et la chaleur se dissipe également plus rapidement. Donc, le pneu ne devient pas trop chaud. Il existe également un autre travail qu'on peut faire sur les pneus de terre battue et c'est rainurer le pneu. Ça permet vraiment de presque ajouter d'autres crampons. Donc, on va chercher encore plus de surface adhérente. Donc, le pneu est beaucoup plus agressif et nous permet vraiment d'avoir une meilleure adhérence sur le circuit de terre battue. Il y a un autre travail qu'on peut faire sur les pneus de voitures de terre battue et c'est sabler les pneus. Vous me direz, c'est quand même assez spécial, oui, parce que même lorsque le pneu est neuf, il faut le sabler avant l'utilisation parce que lorsque les pneus arrivent de Hoosier, il y a comme une surface un peu plus plastique là, qui doit être enlevée pour aller vraiment chercher le vrai caoutchouc du pneu. Lorsqu'on fait des courses sur terre battue et qu'on tourne évidemment toujours du même côté, le pneu a tendance à lever là, un peu là, du côté qu'on tourne. Donc c'est pour cette raison qu'on prend cette sableuse-là avec un papier sablé ou il y a d'autres outils qui existent également et on le passe sur le pneu pour essayer d'amener le pneu le plus droit possible pour avoir une meilleure surface de contact et surtout avoir la surface de contact la plus grande possible pour le pneu. Lorsqu'on procède à l'achat d'un pneu, il faut regarder la mesure qui est écrite dessus. Évidemment, c'est très rare, disons, que la mesure va arriver lorsqu'on va le monter, mais ça nous donne une très bonne idée. Et c'est de cette façon-là que les spécialistes des pneus font leur choix et puissent se dire là, à environ, ça va être quoi la différence entre le pneu arrière droit et le pneu arrière gauche. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la chose qui est très importante sur une voiture de course. On parle de différence de circonférence entre le pneu arrière droit et le pneu arrière gauche. Pour tourner à gauche sur les circuits de terre battue, on pourrait penser justement que pour le défi urbain Chevrolet, ce serait des pneus d'égale grandeur étant donné qu'on tourne des deux côtés. Mais pour avoir fait des tests du côté de Icar l'an dernier, on est venu à la conclusion que ces voitures sont tellement conçues pour avoir des pneus de différentes grandeurs à l'arrière qu'on doit garder justement cette différence pour nous permettre de tourner à gauche et à droite. Au niveau des roues, on a des roues d'aluminium ou des roues d'acier, c'est selon le choix du pilote. Évidemment, les pilotes qui ont des roues d'acier sont un peu avantagés. Leur voiture peut avoir un poids un peu plus léger, mais lorsqu'on additionne le tout, ça revient presque au même. On remarque également qu'on peut avoir ce qu'on appelle du offset. Le offset, c'est à quel point la roue sort de la voiture. Pour les ajustements, ça peut être très important. Il y a différents trous qui sont faits pour ça. Une voiture de rue, habituellement, dans les pneus, on parle de 30 à 35 livres d'air. Pour une voiture de course de cette sorte-là, si on y va avec la moyenne, on peut avoir environ de 9 à 10 livres à l'avant. À l'arrière, arrière gauche, 6 ou 7. Et à l'arrière droite, on peut avoir 9 ou 10 livres d'air dans ces pneus-là. Cette année, cependant, à cause de la pandémie, on a vraiment un problème avec les pneus Hoosier et les pneus de presque toutes les compagnies. On manque de matériel, le caoutchouc est de plus en plus rare, le nylon qui sert pour faire ces pneus-là, c'est en rupture de stock. Donc, les pneus sont très rares et ça devient difficile présentement sur terre battue de trouver des pneus pour courir. Ça devient un problème également aux États-Unis, donc ça va être une des choses à suivre pour l'été 2022 pour les courses sur terre battue. On vous invite à suivre la page lesgasdecourse.com et la page Facebook des gars de course pour d'autres capsules techniques. Donc c'est déjà tout pour cette semaine, mais je vous invite demain du côté de l'Autodrome Granby. C'est une soirée invitation spéciale du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est seulement 10 $ pour l'admission générale. Puis en plus de ça, Serge Desjardins sera introduit au Mémorial de la Terre battue. Puis surtout, je vous invite jeudi prochain pour le prochain épisode d'En route vers le défi urbain Chevrolet. Bonjour, je m'appelle Maxime Plante, pilote de la voiture 79 de Lucier Chevrolet en catégorie modifiée 358. Les impressions de ça, pour vrai, c'est des voitures qui sont quand même facilement transférables en routier, très facile à placer, setupé. Tout le monde est capable de chauffer des voitures comme ça là, sur le circuit routier, aussitôt que tu as compris un peu la façon de faire. C'est sûr que
c'est impossible de pas triper là-dessus. C'est vraiment fun. C'est sûr que ça nous apporte un petit peu un avantage, là, tous ceux qui ont fait du circuit routier en karting, surtout aussi de l'ovale un peu sur l'asphalte. On comprend un peu comment que la voiture a survivre ou à s'ouvrir sur l'asphalte. Il y a beaucoup de monde qui nous ont parlé d'une rivalité entre moi et ma sœur. C'est sûr qu'à la base, il n'y a aucune rivalité parce qu'on travaille ensemble et on a une entreprise ensemble. Fait qu'il n'y aura jamais vraiment de rivalité. C'est sûr que si on est rendu sur le circuit et qu'il reste un tour à faire, puis c'est sûr que Josiane va être un pilote comme un autre. J'étais extrêmement content de ma performance. On est quand même sorti de là avec le plus rapide. J'ai mené la course pas longtemps parce que oui, sur une relance, là, suite à un accident, j'ai voulu comme refaire un peu la passe que j'avais faite sur le départ initial puis prendre la tête. Puis ça a juste été un petit peu too much. Puis la voiture s'est commencé à survirer puis j'ai échappé l'auto. Ça m'a juste donné un petit peu plus le couteau entre les dents pour remonter après ça le peloton jusqu'en 4e, 5e plage avant qu'il y ait un accident à la fin, là, de tour de la fin. Bon, mes objectifs pour cette année en 2022, pour le Grand Prix Trois-Rivières, évidemment, c'est sûr que l'année passée a quand même été un week-end presque parfait. Là. Fait que c'est sûr que je vais tout donner pour vraiment aller chercher tout simplement la victoire pour les Grands Prix.